Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier numéro des rendez-vous RSE 2017. Bien entendu, on aura l'occasion et le plaisir de vous retrouver en 2018 pour poursuivre cette saison des rendez-vous RSE. Une émission organisée par la chaire responsabilité sociétale d'Audencia, RSE, c'est responsabilité sociétale, qui contribue notamment à la mise en place de ces démarches. Elle s'intéresse particulièrement à l'intégration de ces engagements au cœur de la stratégie des organisations. Je veux parler des acteurs de l'économie, les collectivités, les associations, et puis à sa valorisation auprès des différentes parties prenantes. Comment faire de la RSE un levier d'innovation et de performance? Vous parlez également du lieu qui nous accueille aujourd'hui pour cette émission. Nous sommes au Média Campus. Ici, étudiants, chercheurs, professionnels, qu'ils soient d'ailleurs indépendants, entrepreneurs ou salariés d'agences de communication, tous travaillent en proximité dans des croisements heureux, en interaction pour expérimenter et faire émerger des nouveaux médias, de nouveaux modes de production et de nouveaux modèles de communication. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est l'économie de la seconde main. Alors, échanger, vendre, donner, acheter, réemployer des produits d'occasion, donc déjà utilisés par d'autres consommateurs, nous avons presque tous au moins déjà été une fois impliqués dans ce type de comportement. Alors, sommes-nous aujourd'hui des acteurs définitivement convertis sur ces pratiques? Est-ce que la crise économique est la seule explication pour justifier et mieux comprendre ces nouveaux types de consommation, recherche de pouvoir d'achat supplémentaire, réaliser la très bonne affaire avant les autres, le plaisir simple de dénicher le produit rare ou contribuer par ce mode de consommation à la préservation de notre environnement, quelles sont les motivations pour justifier un passage à l'acte? Comment Internet et les plateformes dédiées ont-ils contribué au développement et à l'accélération de ce phénomène? Sommes-nous face à un simple effet de mode passager ou réellement est-ce qu'on assiste à la fin irréversible et programmée d'un modèle économique uniquement basé sur la consommation, d'un productivisme effréné et servi en plus par un marketing brutal? Pour en parler avec nous, Khadija Sayed, vous êtes installé à Nantes depuis 3 ans, vous avez un projet de création d'entreprise et vous êtes une citoyenne particulièrement engagée sur ce sujet de la seconde main, vous nous raconterez. Florence Touzé, à côté de moi, vous êtes enseignante-chercheuse à Audencia Sciencescom et co-titulaire de la chaire RSE. Vous vous interrogez, je le disais tout à l'heure, notamment sur les capacités du marketing à devenir responsable et est-ce que justement l'économie de la seconde main est une illustration de ces changements de comportement. Carole Boursier, à côté de vous, vous êtes responsable communication et développement de réseau à la ressourcerie de Lille. C'est une association qui se développe sur le territoire de Nantes Métropole depuis 2004 et qui travaille activement à la promotion du réemploi et de la réutilisation d'objets du quotidien. Philippe Comtesse, à côté de vous, vous êtes créateur et gérant de Station-Service. C'est une ressourcerie également, mais de matières premières. Vous êtes situé à Rezé aussi et vous luttez contre le gaspillage industriel en trouvant des solutions alternatives donc à la valorisation classique des déchets et vous contribuez ainsi au réemploi de matières premières. Enfin, Fabien Durif, vous êtes cofondateur et directeur de l'Observatoire de la consommation responsable. Vous diffusez votre expertise autant dans le milieu académique que professionnel via notamment la publication d'indices reconnus comme le baromètre de la consommation responsable. Vous êtes arrivé du Québec, merci d'être avec nous. Vous allez nous parler de l'indice Kijiji de l'économie de la seconde main notamment. Alors, pour reparler un petit peu et expliquer un petit peu les choses, est-ce que la seconde main, finalement, Fabien Durif, c'est refuser la fin de vie, la mort programmée des produits? Est-ce qu'on peut le définir comme ça, finalement, comme un refus de la mort des produits? Ça pourrait se définir de cette façon-là, ou ça pourrait se définir comme la multiple vie des objets. C'est de cette façon-là que nous, on le voit, et c'est de cette façon-là que je dirais beaucoup de consommateurs le voient. C'est-à-dire donner plusieurs vies aux objets et pas seulement une seconde vie, parce que souvent, le consommateur, on parle de seconde vie, mais on parle de multiples vies. Donc, on va donner plusieurs vies aux objets et on va réfléchir à de quelle façon, finalement, on peut avoir plusieurs vies aux objets. Et on va avoir plusieurs types de pratiques. Donc, on va parler d'achat-vente, on va parler d'échange, on va parler de dons, de troc, et on va parler de location. Et ensuite, on va réfléchir aux différents types de canaux qui existent, donc des canaux plus traditionnels qui existent depuis extrêmement longtemps, ou les canaux électroniques qui se sont développés d'à peu près une dizaine d'années, qui ont permis, de redorer et de déstigmatiser finalement l'économie de seconde main qui avait été réservée à certaines catégories de population, surtout dans les années 80 et 90. Oui, parce qu'on n'a pas attendu 2017. En tout cas, le phénomène ne date pas d'aujourd'hui. Pour autant, je parlais de la fin de vie des objets. Euh,
ils ont tous été conçus quand même au départ pour disparaître. On parle d'obsolescence programmée. Alors, on lutte contre la nature de ces produits, la nature même de ces produits qui sont normalement condamnés à disparaître. Ouais, je dirais que moi j'aime pas trop le terme d'obsolescence programmée, je parle plutôt d'obsolescence, hein, parce que c'est-à-dire que dès qu'il y a un nouvel objet qui sort sur le marché, finalement son objet, celui qu'on possède, perd de la valeur. Donc on parle plutôt d'obsolescence. Donc c'est vraiment la perte de la valeur par rapport à l'objet que l'on a actuellement. Oui, ça réduit la durée d'utilisation et pas forcément la durée de vie, hein. Ça réduit la durée d'utilisation de l'objet ou du produit qu'on possède. Et donc finalement il y a un cycle. Et donc le consommateur, il va être amené peut-être à réfléchir, à se dire est-ce que l'usage que j'en fais va être réduit ou pas. Et la seconde main, hein, ou la seconde vie peut faire en sorte peut-être pour beaucoup de consommateurs de faire en sorte de réduire la durée d'usage ou de l'allonger. Mais il faut faire attention, hein, que l'on voit nous dans beaucoup d'études, c'est que la question environnementale, la motivation environnementale, il ne faut pas se leurrer, c'est pas la motivation majeure chez la grande majorité des consommateurs. C'est vraiment la niche des consommateurs qui va faire de la seconde main et ces types de pratiques-là pour allonger la durée de vie des objets et pour multiplier l'usage. La plupart des consommateurs, c'est une question purement économique et c'est vraiment la question du rapport qualité-prix. On va revenir sur les motivations, bien sûr. Florence Touzé, vous êtes d'accord avec cette idée que l'obsolescence n'est pas forcément programmée et que l'usage et la pratique de la seconde main n'est pas forcément une contestation de la fin de vie de ces produits qui sont quand même destinés et programmés à disparaître ou à ne plus fonctionner? Alors, la programmation de l'obsolescence, elle a pu exister dans certains cas, mais c'est simplement les produits s'usent, vieillissent, que ce soit des produits très simples ou très sophistiqués. Donc, il y a une espèce de fin de vie presque naturelle. Mais l'attrait pour la consommation et les techniques marketing et les innovations technologiques aidant, on a plus de propositions que l'on a de besoins. Donc c'est en ça qu'on nous propose des produits pour remplacer ceux qui pourraient fonctionner plus longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est la notion en effet de fin de vie, parce que on va arrêter d'utiliser un produit, pour autant il existe, et toute la question va être de savoir où il va aller, ce que vont devenir ces matériaux, l'impact de ces matériaux dans notre vie, sur notre environnement. Et c'est cette prise de conscience-là qui change les choses ces dernières années aussi. On va voir justement ces parcours et justement ces solutions d'après première vie. Carole Boursier, pour autant, est-ce que l'avènement, ou en tout cas l'émergence de l'économie de la seconde main, même si le phénomène date effectivement, on le disait à l'instant, est-ce que c'est pas quand même l'épuisement et le rejet d'un modèle de l'hyperconsommation qui se manifeste à travers ça? Il y a une forme de prise de position quand on devient consommateur de seconde main. Maintenant, effectivement, je partage l'avis de ne pas se leurrer. L'équilibre, je dirais, entre le pourcentage de personnes qui va se diriger vers cette solution, cette consommation alternative plutôt pour des vues économiques, et ceux qui vont s'y diriger plutôt vers une conviction environnementale citoyenne, l'équilibre change parce qu'effectivement, la considération citoyenne augmente de plus en plus, est vraiment présente. Le premier champ est le champ économique, mais c'est quelque chose qui est aussi assez intéressant pour permettre de redonner une forme de dignité à cet achat-là. Donc ça lui redore un peu son blason de ne pas être que cet achat de précarité. Et du coup, même si on vient pour des raisons économiques, du coup, on le valorise, cet achat, par une valeur supplémentaire qui est sa valeur citoyenne et environnementale. Et du coup, là, on arrive à un changement qui se fait presque tout seul et du coup, qui aide effectivement à faire évoluer les mentalités dans ce sens-là. Ouais. Philippe Comtesse, quand même, pour autant, est-ce que vous considérez que ces comportements-là sont pour partie, on verra effectivement, il y a une motivation de pouvoir d'achat, mais est-ce qu'il y a une partie quand même de militance, de conviction à faire ou à lutter contre ce modèle de l'hyperconsommation et de l'hyperproductivisme, ce que je disais en introduction? Voilà, je rejoins mes co-interviewés là-dessus. C'est effectivement, il y a effectivement un paradigme qui change à ce niveau-là. Mais je dirais, contrairement à ce que dirait Carole, c'est que je pense pas que ce soit quelque chose qui se fait automatiquement. C'est aussi le travail des acteurs de terrain comme nous et les collectivités, les entreprises aussi dans leur manière de faire. Il y a un travail en fait collectif
qui fait qu'il y a un changement de paradigme qui est en marche et qui commence à inverser les habitudes de consommation. Je pense pas que ce soit comme ça sorti du chapeau. C'est effectivement tu vois, non. Non, mais enfin voilà, c'est vraiment, je pense, les acteurs de terrain qui font le travail. Après, nous, dans nos usagers, dans nos adhérents, on voit effectivement qu'il y a un travail encore énorme à faire. Sur la prise de conscience écologique. Et par exemple, pour donner un exemple, nous on croit beaucoup aux écoles supérieures. On est ici effectivement à Audencia, mais nous on travaille en relation étroite avec l'école des Beaux-Arts. On tente aussi de travailler avec l'école de design, l'école d'architecture, pour que dès l'enseignement, en fait, de ces professionnels qui vont produire, en fait, qui vont être dans ce mouvement de la production, intègrent l'économie circulaire au centre de leur travail. Bon, donc et diffuse cette culture-là et ces pratiques-là. Khadija, je voulais quand même vous entendre sur justement, qu'est-ce qui vous a converti, vous, si je puis dire, ou à quel moment vous avez fait la bascule sur ce comportement-là? Est-ce que c'était justement, comme on vient de l'évoquer, peut-être un refus, une conviction de dire c'est moi qui vais décider du temps de vie d'un produit qu'on a considéré comme semi-durable, avec une inscription justement dans le temps, parce qu'on était sur un objet électroménager, par exemple, qui avait donc un temps d'existence programmé. Je vais repousser cette échéance-là. Moi, mon changement, il date de 3 ans, depuis mon arrivée à Nantes, depuis que mon pouvoir d'achat a diminué. Donc, par le fait, j'ai dû diminuer, j'ai dû changer mes dépenses. Effectivement, ma fierté en a pris un coup, mais au final, ça a revalorisé mon ego en créant à partir des objets que je trouve à la poubelle. J'ai pas honte aujourd'hui de dire, parce que je fais un métier depuis 1 an qui est valoriste auprès de UFCV Nantes avec Alexandra, que vous connaissez très bien, je pense. Notamment donc dans la restauration de meubles et restauration d'objets. De meubles, oui, tout à fait. Et puis j'ai meublé en électroménager avec Envie 44. Et puis la ressourcerie également. Donc je connais très bien. Et voilà. Carole Boursier, merci Khadija, on voit qu'il y a des acteurs qui sont présents, la ressourcerie de Lille, Envie 44, UFCV, il y a un maillage sur le territoire qui est plutôt... Parce que c'est l'arrivée sur Nantes, alors on ne va pas faire de cocorico facile, mais on a sur le territoire des acteurs qui portent déjà cette culture-là. Tout à fait. Et le cocorico n'est pas forcément très facile, parce que de travailler tous ensemble avec cette proximité-là, c'est pas toujours évident. Mais on a un élan depuis quelques années, je dirais, de la recherche d'une intelligence collective en fait dans notre travail, dans nos procédés, dans nos démarches vis-à-vis de nos usagers, qui permet effectivement d'avoir un service rendu le plus complet possible et le plus facile possible. Parce que comme on le disait tout à l'heure, la porte d'entrée, je pense qu'elle est avant tout sur de la proximité, de la facilité d'usage et donc de la réponse à un besoin qui peut être économique ou autre. Mais du coup, là où on s'entraide et on s'apporte beaucoup les uns les autres, c'est effectivement pour pouvoir proposer les clés aux usagers, peu importe la raison pour laquelle ils soient venus, qu'ils repartent avec les clés de compréhension du coup, et qui leur donnent envie de devenir eux-mêmes ambassadeurs, de poursuivre la démarche et du coup de l'étendre aux autres acteurs qui existent. Aujourd'hui, on a une très belle complémentarité sur le territoire et effectivement une richesse qui nous permet d'aller plus loin dans la démarche et notamment de pouvoir s'adresser aussi aux entreprises, aussi aux collectivités, pour du coup créer les passerelles aussi entre le monde professionnel et le monde du domicile. C'est important. Philippe Comtesse. Oui, en fait, ce que tu dis effectivement est assez vrai. Et en fait, on voit bien que les usagers sont les premiers ambassadeurs de l'économie de la seconde main et de l'économie du réemploi. À Nantes, en fait, on a la chance d'avoir effectivement des acteurs économiques comme les nôtres, donc ressourcerie, recyclerie. Il y a aussi des réseaux internet parallèles, notamment, où il y a des gens qui se donnent des choses. On a aussi donc l'émergence de boîtes à dons sur les quartiers, qui sont des initiatives citoyennes
citoyennes qui viennent donc travailler notamment avec Nous & Co, qui est une association qui s'occupe de l'implantation de ce genre d'architecture un peu construite par les citoyens, oui, effectivement. Qui fait la promotion de l'économie du partage. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc effectivement, il y a tout un panel en fait effectivement de solutions qui permettent en fait par un petit bout à chaque fois de capter les usagers et de les habituer aussi à ce genre d'économie. Carole et Florence. Carole, rapidement, et Florence. Je dirais qu'en plus, ce maillage-là nous permet à la fois de travailler ensemble, mais aussi du coup de nous renforcer les uns les autres, parce qu'on est pour beaucoup donc des acteurs de l'ESS, pour beaucoup des acteurs associatifs. De l'économie sociale et solidaire. Oui. Exactement, des acteurs associatifs pour lesquels on a des enjeux de créer des emplois, on a des enjeux du coup de stabiliser nos activités, de développer un schéma économique. Oui, nous sommes des associations pour la plupart, donc à but non lucratif, mais derrière il y a des enjeux qui sont aussi économiques, et du coup on arrive ensemble aussi à réfléchir en fait à ces solutions et à ces modèles un peu innovants, ces modèles de structuration, ces modèles économiques un peu innovants, pour du coup faire perdurer nos activités et bien professionnaliser nos activités. Et c'est l'élan dans lequel on est depuis quelques années vers une vraie professionnalisation de ces métiers. Florence Touzé. Oui, je voulais revenir sur ce qu'a dit Khadija aussi, parce que je trouve que c'est très important sur la question de la norme sociale. On nous a dit, voilà, ma fierté en a pris un coup et maintenant j'ai pas honte. Et je pense que tout ce qu'on fait ensemble, que ce soit les acteurs sur le terrain ou l'enseignement, c'est aussi de déplacer cette norme sociale et qui permet d'exister autrement que par la consommation. Et d'exister peut-être mieux par une autre consommation. Donc je pense que ces enjeux-là sont très très forts. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ça? C'est-à-dire que c'est encore compliqué d'acheter de la seconde main, c'est encore stigmatisé ces comportements-là? Alors, vous savez, c'est difficile de donner des profils de consommateurs uniques et monolithiques. Je pense que dans certains champs, notre consommation, c'est tout à fait habituel et normal, l'immobilier, l'automobile, et depuis toujours. Et puis pour d'autres champs, c'est plus récent, c'est plus nouveau, et peut-être que sur certains champs, c'est encore impossible pour certaines personnes. Mais on voit vraiment que le curseur bouge. Et que de nouveaux acteurs sont arrivés aussi pour dynamiser cette consommation, et que là c'est la première fois cette année que je vois des messages qui laissent entendre que l'on peut offrir pour Noël des produits de seconde main, et ça c'est vraiment un vrai signe. Justement, Fabien Durif, je voudrais qu'on essaie de comprendre. Est-ce qu'il y a une stricte corrélation, par exemple, entre la crise quand même qu'on a connue en 2008, donc une corrélation entre cette conjoncture et une évolution des comportements sur l'économie de la seconde main? Est-ce que vous avez noté ça, notamment au Canada? C'est sûr que beaucoup d'études ont démontré qu'il y aurait des corrélations entre, de manière générale, entre les comportements de consommation responsables et la crise. Mais ça a démontré aussi que finalement, la consommation responsable, de manière générale, aurait augmenté, et certaines catégories même d'achat, donc même la consommation biologique, la consommation équitable. Donc il n'y a pas eu de réduction du pouvoir d'achat lié à la crise. Donc l'économie de seconde main n'est pas forcément liée en termes de réduction du pouvoir d'achat. Donc c'est assez intéressant. Mais ce qui est assez intéressant, c'est la déstigmatisation complète. Nous on le voit au Canada, notamment l'indice qu'on a créé, l'indice Kijiji de l'économie de seconde main, c'est la 4e année qu'il est diffusé. Il y a eu un tel écho médiatique, je dirais qu'on voit concrètement, il n'y a plus aucune gêne à faire de la seconde main. La plupart des grandes enseignes font aujourd'hui de la seconde main. La plupart des grandes marques aujourd'hui aussi vont vers la seconde main. Les médias parlent énormément de seconde main. Nous, on en est rendu qu'à peu près, on a 27% des Canadiens qui achètent des objets de seconde main pour faire des cadeaux, dont à peu près un quart à Noël. On parle de plus en plus de cadeaux de Noël usagés. Donc il n'y a plus du tout de problématique. On voit que les objets qui sont le plus échangés, nous, au Canada, ce sont les vêtements, alors que dans les années 80-90, c'était uniquement les populations gérées à bas revenus qui allaient dans les objets de seconde main. Ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que nous, les acheteurs, et entre guillemets, ceux qui échangent le plus, parce que c'est pas uniquement sur l'achat de seconde main, ceux qui échangent le plus, il n'y a aucun lien avec les catégories de revenus. Donc la consommation de seconde main n'est pas liée
aux revenus. La consommation de seconde main, chez nous, et je pense que c'est un peu partout au niveau international, elle est liée à certaines catégories sociodémographiques. Chez nous, c'est assez simple. Elle est liée surtout à la langue, c'est-à-dire que les anglophones échangent beaucoup plus que les francophones. Plus on va vers les provinces de l'Ouest canadien, plus on échange versus les provinces de l'Est. Il y a aussi une historicité au niveau de la religion, c'est-à-dire que plus les provinces qui avaient une empreinte, je dirais, de religion, donc plus les religions protestantes, fortement protestantes, échangées versus les provinces de l'Est qui étaient beaucoup moins ancrées vers la religion. Il y a ces éléments-là. Et, comme mentionné Khadija, il y a des contextes. Donc, un déménagement, l'arrivée d'un enfant, la perte d'un emploi, un nouvel emploi. Séparation. Il y a une séparation. Et tous ces éléments-là, et surtout chez nous, des périodes spécifiques. La Noël, l'été. Donc l'été est très spécifique chez nous, changement de saison, donc les changements de saison très forts. La grosse période de déménagement au Canada qui est le 1er juillet parce que les baux de location vont toujours du 1er juillet au 1er juillet. Donc il n'y a plus du tout la question des revenus. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant au niveau de la seconde main. C'est complètement popularisé. Carole Boursier. Au niveau de la boutique, ce qu'on observe, et notamment cette période de fête, c'est que des personnes qui pratiquent le réemploi pour eux-mêmes tout au long de l'année, pour faire des cadeaux, on sent qu'il y a encore quand même un frein. C'est-à-dire l'objet, il n'est pas tout neuf dans sa boîte. Bien que, je le disais, les acteurs se professionnalisent. Donc maintenant, effectivement, dans les boutiques, on a des objets qui sont propres, de bonne qualité, parce qu'il y a un tri qui est fait, des vérifications et autres. Mais il n'empêche que pour offrir un cadeau, les gens, on arrive sur une complémentarité d'acteurs et de propositions. Il va falloir réussir à donner une valeur ajoutée à l'objet de deuxième main. Donc là, on va rentrer pour beaucoup dans les objets, les objets recréés, réparés, relookés, c'est-à-dire sur lesquels on va arriver à donner une valeur ajoutée qui quelque part va légitimer le fait d'apporter un objet d'occasion parce que quand même, c'est qu'il lui arrivait quelque chose en plus, une histoire en plus. C'est celle qu'on racontera à celui à qui on offre le cadeau. Exactement. Et il y a un petit peu besoin encore de ça, même si la tendance va plutôt en s'améliorant, il y a encore besoin de ça et ça vient bien compléter l'offre de réemploi qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire de l'objet classique. Ma table est restée table est telle qu'elle, elle est revendue telle qu'elle et ma table, je l'ai relookée, redécorée et du coup là elle entre sur une nouvelle ligne, une nouvelle esthétique et la complémentarité est importante aujourd'hui pour pouvoir toucher un maximum d'usagers. Alors Florence Douzet, je voudrais quand même qu'on revienne sur cette histoire. On a vu au Canada que c'est tributaire, une question d'histoire à la relation de la propriété, des considérations aussi religieuses. En France, qui sont les premiers pratiquants? Est-ce que c'est une élite éduquée ou au contraire des personnes en grande difficulté financière qui n'ont pas d'autre choix et encore une fois qui n'ont pas attendu 2017 et dont la première motivation n'est pas celle de sauver la planète, pardon. Mais c'est très très difficile de faire un profil type parce qu'il n'y en a pas. Et je pense qu'il y a des gens qui ont des difficultés économiques mais pour qui acheter d'occasion serait trop compliqué. Ou socialement inacceptable et inversement des gens qui n'ont pas de difficultés économiques et qui trouvent naturel d'acheter d'occasion. Donc oui, il y a un intérêt par rapport au prix ou l'impression de faire une bonne affaire, mais il n'y a pas que ça. Je pense que c'est un comportement plus global et qu'il peut être donc très différent d'un type d'achat à l'autre, comme je l'exprimais tout à l'heure. Mais il y a aussi dans l'achat d'occasion un certain plaisir, presque un jeu à aller trouver le produit que l'on cherchait, à être peut-être le premier à le trouver aussi. Donc on trouve dans cette consommation ce qu'on a pu trouver auparavant dans une consommation classique de produits neufs. Donc un plaisir. Et quand les consommateurs commencent à identifier ces sources de plaisir, ça devient pour certains même une vraie occupation, voire un loisir. Le fait de fréquenter les brocantes, ça a toujours existé, mais les vides-greniers, les ressourceries et autres. On y va en balade et on s'amuse. Philippe Comtesse. Oui, effectivement, nous on voit bien nos usagers qui viennent, qui partent de la ressourcerie de Lille, qui vont chez Emmaüs, qui passent chez nous, qui font le dimanche les vides-greniers, etc. Et en fait, effectivement, on a des convaincus qui ont compris le plaisir que c'était que de la trouvaille, la bonne affaire, chiner, voilà, le plaisir de chiner. Et alors, Khadija, les cadeaux, c'est tout du réemploi. Vous retrouvez-vous dans ce parcours-là qu'on vient d'évoquer? Absolument. J'ai acheté 2 cadeaux au stand de réemploi. 4 pièces en cuivre à l'intérieur de l'étain à 20 € les 4. J'étais trop fière de moi. Et une boîte à thé à 5 € alors que dans des magasins, ça vaut 30 € minimum.
Et oui, là, je gagne en fierté. Alors, vous avez résolu cette question-là. Et la mentalité, vous le disiez, je n'ai plus honte. Ma fierté en avait pris un coup. Maintenant, c'est complètement assumé. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que comment est-ce que vous anticipez la réaction de la personne qui va recevoir ce cadeau-là au pied du sapin? Est-ce qu'il n'y aura pas forcément une résistance ou un écart? Comment vous allez expliquer les Non, choses? parce que je mets une valeur ajoutée à ce cadeau-là, parce que je personnalise ce cadeau et que j'ai pensé à toi et j'ai acheté ce cadeau, mais parce que tu sauras faire bon usage. Donc je valorise la personne à travers ce cadeau-là. Bon, il faut quand même un peu de pédagogie en l'offrant. Il y a un discours qui doit aller avec ce cadeau. Absolument. Philippe Comtesse. Et alors c'est très très important aussi cette histoire de personnalisation dans la durée de vie de l'objet, dans le sens où je sais pas moi, la peinture de Tata qui est moche mais qui est quand même celle de Tata, on va la garder. La chose que notre mère ou notre compagne ou compagnon aura construit, ça va avoir une vraie valeur qui va être sentimentale, et du coup pour nous acteurs du réemploi, c'est un pari gagné, parce que ça permet en fait de mettre une valeur sentimentale sur l'objet, qui va permettre à l'objet d'avoir une vie qui sera à notre sens plus longue. Florence Touzé. Je trouve ça intéressant parce qu'on est aussi dans une déstandardisation de la consommation. Et offrir à quelqu'un quelque chose que l'on a chiné, c'est qu'on a pris du temps, on a cherché. En voyant l'objet, on a fait le lien entre l'objet et cette personne, on y a peut-être apporté un petit supplément. C'est bien plus fort que d'aller au supermarché pour acheter un truc tout fait, tout prêt. On est bien d'accord, alors entre nous, là aujourd'hui, entre personnes déjà très convaincues, pour la plupart des gens, l'achat du neuf est encore, je dirais, une marque d'appartenance sociale et de réussite dans la vie? Mais j'en suis pas si convaincue que ça. Ou en tout cas, cette croyance-là, elle s'effrite. Parce qu'on voit de plus en plus autour de nous des gens qui ont d'autres pratiques et qui en sont particulièrement satisfaits. Donc, bien sûr, pour certaines choses, il y a le plaisir de s'offrir un produit que l'on a peut-être attendu. Il y a la garantie. Et après, il y a toutes les arguments de rationalisation pour s'auto-convaincre aussi qu'on fait bien d'acheter du neuf. Vous savez, quand on ne veut pas changer, on trouve toutes les raisons. Donc, la garantie, l'hygiène, enfin, il y a des tas de raisons qui sont très certainement qui sont de bonnes raisons, mais qui pourraient être négociées différemment avec un produit de seconde main. Et on a aujourd'hui des structures, je pense aux garanties notamment, avec des structures qui révisent, garantissent, proposent des produits absolument irréprochables. Donc voilà, ces arguments-là sont aussi intéressants à observer. Carole Boursier. Je dirais qu'au-delà de l'achat neuf, maintenant, la grosse valeur ajoutée va être l'achat malin. Malin parce que l'objet qu'on a eu en avant-première dans le cadre du neuf, ou malin parce que la super bonne affaire. Et du coup, c'est cette notion d'ingéniosité en fait du consommateur à trouver la perle rare, mais voilà, quelle qu'elle soit, du coup, qui va faire une vraie différence finalement. Fabien Durif, sur justement l'émergence de ces comportements, est-ce que ce sont plutôt quelques dirigeants d'organisations et de structures qui vont être pionniers et porteurs, ou au contraire, je dirais les citoyens, collaborateurs, salariés dans les organisations qui vont pousser les entreprises à s'engager sur ces sujets-là, avec une approche plutôt bottom-up? Du bas vers le haut. Je crois tout simplement, à l'heure actuelle, ce qu'on le voit, c'est comme dans le cas de l'économie collaborative, c'est les changements de pratiques de consommation des citoyens qui amènent finalement à faire changer beaucoup les organisations. On est vraiment dans des consommations plus alternatives, et on est dans une nouvelle société de consommation qui est en train d'évoluer. Aujourd'hui, l'usage devient de plus en plus important. Ça ne veut pas dire que tous les consommateurs veulent aller vers l'usage. Mais aujourd'hui, de nombreux consommateurs vont vers des nouvelles façons de consommer sur certaines catégories de produits. Je dirais, les consommateurs ne sont pas, homogènes sur leur façon de consommer. Ça dépend, l'attachement à certains types de catégories de produits. Des fois, ils vont aller vers le neuf, des fois, ils vont aller vers l'occasion, des fois, ils vont aller vers des pratiques alternatives sur des plateformes collaboratives. Le consommateur n'est pas constant sur sa façon de consommer, sur les modes et les canaux qu'il va utiliser.
Et je pense que c'est aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va retrouver énormément un écosystème qui va être complètement différent avec des associations, des entreprises privées. Et je dirais aujourd'hui, c'est à cet écosystème-là de s'adapter, de proposer finalement une offre, des offres alternatives aux citoyens, parce qu'il n'y a pas un citoyen type qui va aller vraiment chercher à chaque fois le même type de comportement. Et c'est là la difficulté, et je dirais c'est ça qui est complexe aujourd'hui pour de nombreuses organisations, et je trouve qu'ici en France, il y a quand même un écosystème qui est assez intéressant, et les entreprises privées répondent bien quand même, je dirais, à l'évolution des consommateurs. Je vois au Canada, en Amérique du Nord, c'est un petit peu plus complexe. L'écosystème associatif répond très bien. On a vraiment une offre qui est extrêmement intéressante. L'écosystème privé, un petit peu moins bien. Ils ont du mal à comprendre la transformation, aussi bien au niveau de la seconde main et surtout au niveau des plateformes collaboratives. Tout simplement parce qu'on est beaucoup moins concentré, hein. Surtout au Canada, on est 40 millions sur un territoire beaucoup plus gros. Donc je pense que Ils sont déconnectés, vous êtes en train de dire qu'ils sont Ben, déconnectés je pense, de ce qui se passe là, de je ce qui est en pense train de qu'ils se ont passer peut-être moins peur finalement de la concentration des consommateurs sur un territoire plus gros. Et aussi, je dirais, les consommateurs ont beaucoup plus l'habitude d'être individualistes en Amérique du Nord, donc de moins se concentrer collectivement. Donc ils voient un petit peu moins arriver finalement ces phénomènes de consommation-là. Ils pensent que c'est à plus petite échelle et surtout dans les villes, je dirais plus à échelle de quartier, mais on voit ça progresser. Il suffit de regarder les études, il suffit de voir les chiffres. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Mais je dirais qu'il suffit de regarder en Europe, les modèles privés, de nombreuses entreprises ont complètement fait évoluer leur modèle d'affaires en proposant des plateformes collaboratives, des modèles de seconde main. Donc elles ont répondu, elles ont compris qu'il y a une évolution. Carole Boursier. En tant que metteur sur le marché, oui. En tant que eux-mêmes acteurs de la seconde main, c'est encore une autre affaire. C'est vrai que quand on voit de notre côté la ressourcerie développe aussi une offre, comme le fait aussi Station Service, à destination des professionnels pour que eux-mêmes puissent soit faire don, se séparent vertueusement de leurs objets, ou bien acquièrent de nouveaux objets aussi de seconde main, c'est beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce qui manque? Comment est-ce qu'on n'arrive pas à les convaincre aujourd'hui si c'est pas par des arguments économiques en plus? Je veux dire, ça devrait leur parler, aux contrôleurs de gestion, aux comptables, ces affaires-là. Il y a aussi une affaire de temps, du coup, et pour eux, le temps est de l'argent, et du coup, de réussir à mettre en place une opération où on va faire intervenir l'éco-organisme national, donc Valdelia, avec des bennes de recyclage, plus un acteur ESS qui va lui agir en faveur du réemploi, eh ben, c'est plus long. Donc du coup, il y a souvent peu ou pas le personnel pour le faire. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup stockées parce que c'est beaucoup plus rapide. Donc on laisse stocker dans un coin et puis au bout d'un moment, quand vraiment ça déborde, là on se décide à appeler quelqu'un. Mais souvent, du coup, le stockage détériore l'objet et du coup, on ne peut plus en faire grand-chose. Donc c'est vraiment dommage. Le stockage coûte de l'argent aussi. Aussi, mais du coup, ce rapport temps-argent, il est assez important. Je pense qu'il y a quand même une méconnaissance aussi certaines des solutions qui sont à portée de main et qui sont aussi des solutions de proximité. Et à l'inverse, pour acquérir du matériel de seconde main, eh ben, il y a quand même aussi toute une question d'uniformisation. Il y a aussi une question de normes auxquelles nous, en tant que repreneurs, et donc ensuite on remet sur le marché de la seconde main, c'est difficile pour nous de faire une traçabilité de normes de sécurité, voilà, pour du coup pouvoir y répondre et du coup l'attester auprès d'un futur acquéreur. Alors, il y a encore des choses Florence Touzé, justement, je le disais à l'instant, peut-être ce sont les collaborateurs qui peuvent être les premiers justement ambassadeurs de ces pratiques vertueuses. Mais pourquoi ça coince encore au niveau des dirigeants d'entreprise? Pourquoi ils y vont pas? C'est un manque de promotion, de notoriété de ces dispositifs-là, de ces solutions? Ces dispositifs, ils sont assez récents. Alors les consommateurs à titre personnel, on l'a dit tout à l'heure, hein, certains ont déjà vraiment intégré ces démarches. Pour d'autres, c'est encore tout récent. Et au niveau professionnel, ça demande une organisation particulière. Donc en termes de stabilité du sourcing, ce sont des démarches à mettre en place. Donc on voit aujourd'hui que nos interlocuteurs entreprises, ils sont très en questionnement par rapport à tout ça. Il y a 5 ans, ils ne voulaient même pas entendre parler du sujet. Donc en ça, il y a une vraie évolution. Donc en questionnement, mais aussi en questionnant sur, OK, bon, on a bien compris que les choses avaient changé. Comment on va pouvoir faire? Comment on peut s'organiser? Et on voit aujourd'hui nos partenaires faire bouger leurs organisations pour pouvoir prendre en considération ces nouvelles pratiques. Donc tout ça est en train de se faire. Ça prend du temps. Ça nécessite aussi de les accompagner, de former les futurs professionnels avec vraiment des nouveaux réflexes.
des nouvelles façons de pratiquer et de faire son métier. Ça veut dire que les entreprises ont compris qu'il était aujourd'hui nécessaire, même d'un point de vue de communication et très, très vénalement, je dirais, de manière marketing, de s'adresser à un public qui était sensible à ça. Est-ce qu'on peut avoir peut-être même, sans citer de marque, mais des secteurs d'activité et une idée de volume de ce que ça représente, même dans le domaine du luxe, paraît-il. C'est-à-dire qu'on se met aujourd'hui à la seconde main, pas que dans des produits, je dirais, de première nécessité. Le luxe a été un des premiers acteurs à faire de la seconde main depuis très longtemps. Alors, c'était des petites boutiques, mais depuis très longtemps, on peut acheter un sac à main de créateurs d'occasion parce que ce sont des produits très chers, très coûteux, mais ce sont aussi des produits qui ont une très longue durée de vie. Donc, on peut faire vivre justement son sac à main, par exemple. Donc, les acteurs du luxe, ils connaissent très bien ça. Ils ne l'avaient pas forcément organisé par eux-mêmes. Ils sont en train de le faire aujourd'hui. Donc, là aussi, on voit que les entreprises ont compris qu'elle pouvait avoir une action sur ce domaine-là. Après, on parle de est-ce qu'on peut communiquer sur ces sujets-là. Il y a 10 ans, certaines entreprises ont communiqué avant de modifier leurs pratiques. Ça ne leur a pas servi. Ça s'appelle de la cosmétique. Ça s'appelle du greenwashing. Et elles ont très vite compris que c'était certainement pas le bon chemin. Donc, il y a un problème de sincérité, quoi. Et il y avait. Il y en a encore pour certaines. Mais aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de réorganisation, d'apprentissage de nouvelles pratiques, de changement de modèle économique de certaines entreprises et qu'elles ont compris que c'était important, pas seulement pour communiquer, mais c'était important pour leurs salariés, c'était important pour recruter. C'était important pour limiter les risques. C'était important parce que ça donne des performances économiques différentes. Donc pour leur durabilité, on parle aujourd'hui de transformation durable. Donc c'est ces cheminements-là qui sont en cours. Et à partir de là, on peut recommencer à dire un peu ce qu'on fait. Philippe Comtesse. Effectivement, pour donner quelques exemples aussi dans notre pratique et auprès des entreprises avec lesquelles on travaille, il y a parfois des gens qui sont très très convaincus dans leur vie privée du réemploi, des questions de réutilisation, de réparation, etc. et qui n'avaient pas fait le lien avec le milieu de l'entreprise. Effectivement, il a suffi juste d'une petite poussée pour que en fait on me dise mais oui c'est vrai, je fais ça à la maison, pourquoi je le ferais pas dans mon entreprise? Et en fait effectivement avec l'histoire de la RSE, en fait du coup il y a la porosité qui est plus importante dans les entreprises entre le privé, le privé et puis donc le milieu de l'entreprise. Aussi autre chose aujourd'hui en fait les consommateurs par les plateformes, par internet, par les sites de vente en ligne où on met des étoiles et où on met notre avis, en fait du coup s'organisent et il y a comme une espèce ils acquièrent un savoir et en fait ils acquièrent le fait de se dire que en fait on peut plus nous raconter n'importe quoi, et le marketing autour des objets neufs, autour d'une consommation frénétique, en fait il est un petit peu mis en difficulté par les consommateurs qui s'organisent, ou les prosommateurs ou les consommateurs qui sont vigilants sur ces sujets-là. Khadija, deux sujets quand même. Le premier, Fabien a évoqué tout à l'heure peut-être un changement de paradigme. Il n'a peut-être pas dit exactement comme ça, mais c'est ce que j'ai compris en tout cas, et j'espère avoir bien compris. Changement de paradigme entre l'instinct un peu basique et primaire de propriété de celui d'usage. On va vers une économie de la fonctionnalité. Est-ce que vous avez appris justement à désinvestir de certains produits et d'accepter l'idée qu'ils puissent effectivement, ils auraient pu appartenir à quelqu'un d'autre avant que vous les consommiez? Moi, je suis partie de zéro il y a 3 ans. Donc, par la force des choses, il fallait investir de zéro. Et, avec des moyens qui étaient limités. Effectivement, avec des moyens limités. Et juste répétez-moi la question. Non, simplement, est-ce que certains produits, peut-être plus faciles que d'autres, c'est vrai que depuis le départ, ou très rapidement, on sait que la voiture n'a pas été un sujet. Rapidement, on s'est dit, voilà, c'est un bien d'équipement semi-durable. On accepte l'idée d'acheter une voiture d'occasion. Est-ce qu'on peut tout acheter d'occasion? On peut tout acheter de seconde main déjà utilisé? Moi, je n'achète pas tout de seconde main. Quand vous parliez tout à l'heure d'hygiène, par exemple, un matelas, je vais l'acheter neuf. Des sous-vêtements, je vais l'acheter neuf. Mais par contre, un manteau, oui, je peux prendre d'occasion. Un sommier, je peux prendre d'occasion.
Donc chacun a son rapport et estime son rapport avec l'intime. Mais par exemple, je sais que vous avez, quand on a préparé cette émission, vous m'avez expliqué que vous avez un projet de création d'entreprise, que j'expliquais au démarrage de cette séquence. Vous allez avoir besoin de mobilier. Comment est-ce que vous envisagez ça en tant que futur chef d'entreprise, justement, en faisant attention et en vous engageant justement sur ces sujets-là? Vous allez vous fournir auprès de la ressourcerie, auprès de stations-service. C'est comme ça que vous allez travailler? Moi, ça y est, c'est dans mes habitudes. Je vais plus dans les grands supermarchés pour faire mes courses. Je suis convaincue par le réemploi. Et effectivement, pour moi, ce sera une fierté d'ouvrir mon futur restaurant indien bio. Bon, il s'agit de ça, voilà. Voilà, ce serait bien que vous le disiez. Voilà, avec des meubles revalorisés. Et je veux donner toute cette valeur à mon restaurant. Philippe Comtesse, vous voyez arriver des restaurateurs, des gens qui aménagent des espaces, qui viennent chez vous, qui vont plus dans les grandes surfaces ou dans les grands, on va dire, espaces qui vendent du neuf, de mobilier neuf? Oui, on le voit régulièrement et on voit aussi, nous on a aussi des gens qui viennent nous voir en nous disant vous avez peut-être des designers avec lesquels vous travaillez qui travaillent le réemploi, on veut un designer et du matériau de réemploi dans des restaurants dans des stands aussi pour tout ce qui est événementiel. Donc voilà, toute l'éco-conception, toute la durée de vie, toute la seconde vie des matériaux et on commence effectivement à entrer dans le champ du professionnel. Pour le mobilier, effectivement, c'est plus compliqué. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu plus compliqué. Carole Boursier, on a une explication là-dessus? Comment ça se fait? Parce que les entreprises continuent encore d'avoir affaire à des sociétés spécialisées sur l'aménagement qui vendent et qui produisent du neuf. On va moins vers... C'est une question quoi, de standing? On a un problème standing, encore? je sais pas, parce qu'au contraire, je dirais que là où on commence à amener du réemploi en le revalorisant par des designers d'espace ou des designers d'objets, c'est justement plutôt sur les lieux d'accès public. Donc ça va être sur des halls d'accueil, ça va être dans des restaurants. Là, on va s'autoriser à mettre une touche plus originale et du coup d'amener de la seconde main là-dedans. Une seconde main, encore une fois, qui est plutôt vers le haut de gamme, mais une seconde main quand même. Je pense est-ce qu'il y a une question d'ergonomie, de confort, une vision pourtant un peu très fausse du fait que le siège ayant déjà servi, non, je veux le meilleur pour mes salariés, je vais donner du neuf. C'est une réponse que pour l'instant nous n'avons pas. Après, on voit que les usages changent aussi. Aujourd'hui, nous, quand on se déplace dans des grosses entreprises pour aller faire des collectes, on se rend compte qu'on collecte beaucoup de gros bureaux. Aujourd'hui, des gros bureaux, plus personne n'en veut, par exemple, parce qu'on a redéfini son rapport à l'espace dans le monde du travail d'une manière totalement différente. Et la relation au travail. Donc du coup, les objets de toute façon n'ont plus le même intérêt. Tout l'enjeu du réemploi, du coup, c'est de se poser la question, très bien, ça y en a eu beaucoup sur le marché, on ne le remettra pas sur le marché tel quel. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc il y a des travaux qui sont menés, des expérimentations, d'innovation sur la question, par exemple, de le réusinage de ces éléments-là pour l'intégrer dans des nouvelles phases de production sous forme de pièces cachées, par exemple, du coup, sur lequel, si c'est pas uniforme, c'est pas grave, parce que la pièce, on ne la voit pas, l'armature de mon clic-clac, ou voilà, du coup, ça peut partir du bois qui était un plan de travail d'un bureau à l'origine, et de comment on arrive à industrialiser un petit peu tout ça pour que du coup les grandes marques puissent s'autoriser à venir piocher dans ces matériaux de réemploi pour reproduire du neuf. Donc les champs se croisent et se mêlent et ça fait une belle richesse en tout cas. Alors je voudrais qu'on explique aussi les raisons de cette émergence, peut-être à travers on a parlé de promotion de la part des citoyens déjà engagés qui ont passé effectivement qui ont passé le pas et qui ont fait le passage à l'acte. Est-ce que c'est pas aussi une alchimie entre le digital avec une caution de proximité qui est devenue justement le succès de tout ça, et notamment les plateformes? Peut-être Fabien Durif, est-ce qu'on peut avoir un mot là-dessus? En France, on a des plateformes qui sont spécialisées, maintenant de notoriété assez grande sur ces pratiques-là. Et est-ce que c'est finalement le succès peut s'expliquer entre ce croisement entre numérique, le web et la notion de proximité, puisque on va chercher les objets finalement sur son territoire. On ne va pas faire de manière très pragmatique 500 ou 1000 km pour aller chercher une table ou une chaise. Ça se passe à côté de chez soi, mais par l'intermédiaire du web. C'est sûr que chez nous au Canada, c'est vraiment l'avènement des plateformes électroniques, comme je pense dans beaucoup de pays, qui ont complètement revalorisé l'économie de seconde main.
Donc il y a à peu près 10-11 ans, certains géants, notamment des groupes comme Amazon et comme eBay, sont implantés dans beaucoup de pays et ont développé des plateformes spécifiques par province. Donc chez nous au Canada, c'est Kijiji qui très rapidement est devenu leader du marché. C'est à peu près, je dirais, 22% de l'échange de seconde main au Canada passe complètement par cette plateforme-là uniquement. Il y avait eu d'autres types de plateformes, hein, plus secondaires, mais rapidement complètement pris le marché, et ça a permis, je dirais, de revaloriser, de remettre au goût du jour l'économie de seconde main plus classique, donc les friperies, les ventes qui se faisaient souvent sur les sous-sols ou je dirais au niveau des églises, parce qu'il y avait beaucoup chez nous les églises qui faisaient des marchés de seconde main. Et ensuite on a vu renaître finalement l'économie de seconde main avec des ventes sur des réseaux sociaux, sur Facebook, etc., etc. Donc ça a complètement remis sur le goût du jour l'économie de seconde main. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, ce n'est pas si local que ça, l'économie de seconde main. Dans nos recherches, on se rend compte que les gens, pour la bonne affaire, sont prêts à faire énormément de kilomètres. Même sur ces plateformes-là, sont prêts à faire des 500, 600, 700 kilomètres pour faire la bonne affaire. Parce que la recherche de juste prix est la motivation majeure dans l'échange de seconde main lorsque c'est la relation d'achat-vente d'occasion. Donc il y a vraiment cette nécessité qui est extrêmement forte, surtout quand c'est des catégories de produits extrêmement recherchées. Quand certains chez nous, ce sont vraiment des voitures, lorsque c'est des véhicules neige, des scooters de neige, lorsque c'est des instruments de musique de collection, etc. Donc il y a certaines catégories de produits qui sont extrêmement recherchées, où là le consommateur va vraiment faire la distance. Et par contre, quand ça va être des plateformes de quartier spécifiques, l'achat de seconde main est complètement différent finalement selon le canal qui est utilisé. Donc les relations ne vont pas être les mêmes, et aussi la relation de marchandisation ne va pas être la même selon le canal qui est utilisé. Il y a des canaux qui sont beaucoup plus, je dirais, sociaux, donc des plateformes de quartier où là la marchandisation va se faire beaucoup moins forte, beaucoup moins finalement de marchandisage, hein, comme on appelle chez nous, entre les consommateurs. Donc c'est vraiment ça qu'on va voir aujourd'hui. Philippe Comtesse et Carole Boursier, vos deux structures un jour vont passer au-delà d'un site web que vous avez, mais qui fait de la communication corporate. Mais est-ce qu'on peut imaginer un jour une plateforme numérique, une numérisation de stations-service, notamment, Philippe Comtesse? Écoutez, nous, c'est pas vraiment notre métier. Comme je vous l'ai expliqué quand on s'est eu au téléphone, c'est des choses qu'on fait à la marge. Actuellement, après il y a certains objets, certains produits qui peuvent être mis en ligne. Et là, en fait, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que il y a une différence. On fait aussi une différence. Il y a une différence entre le produit de première nécessité qui va devoir être échangé localement, mais le produit d'exception peut faire plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. Donc ça, c'est des choses qui moi j'aime bien quand même aussi, je sais pas, serrer la main des gens et puis les conseiller, et puis voilà. Il paraît que vous faites un très bon café à station-service. Oui. Alors c'est comme ça que vous communiquez. Mais notamment. effectivement, vous ça va être pour le moment une stratégie qui va être plutôt à la marge de notre activité. Carole Boursier, une numérisation de vos activités au-delà du site qui est très bien fait, mais... On l'a expérimenté en fait, la boutique en ligne, au moment où on a développé notre offre dédiée aux professionnels en y mettant uniquement le mobilier professionnel. Du coup, ça nécessite une organisation très lourde, puisque si on veut vendre de l'occasion sur Internet, il faut des photos de qualité, il faut rassurer en fait le futur acheteur sur l'état, parce que de l'occasion, on a toujours le doute de l'état dans lequel ça va être. Donc du coup, ça passe par des phases qui sont très lourdes d'organisation, du coup, et par rapport justement au potentiel de vente de certains objets, il y a des objets sur lesquels ça va valoir le coup de passer ce temps-là. Il y en a d'autres sur lesquels ça va valoir beaucoup moins. Donc c'est quelque chose que pour l'instant on a mis en stand-by justement dans la réflexion de se dire de le généraliser et d'être plutôt sur des niches, c'est-à-dire des objets vraiment à forte valeur ajoutée qui vont être très recherchés et là sur lesquels ça va valoir le coup de le faire. On trouve ça intéressant quand même d'y aller parce que c'est s'ouvrir à un autre type de public. C'est du coup permettre à ces objets de trouver repreneurs. Et c'est une manière aussi de se faire connaître sur Internet. Quelqu'un qui a trouvé le bon coup sur Internet, du coup, de se dire qu'il va venir chiner aussi chez nous. Donc encore une fois, c'est un média qui est complémentaire, mais qui nécessite une organisation très très lourde. Philippe Comtesse, un mot là-dessus? Oui, c'est vrai que des structures qui sont élevées, hein, il faut le dire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est mettre en vente un objet. Il faut effectivement de la place, des photographies, une description précise, etc., du stockage, etc. Et donc tout.
livraison. Après, voilà, c'est plein de choses qui vont derrière. Ouais. Fabien Durif, un mot là-dessus. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces plateformes-là, hein, les grands géants, ont permis de nouveaux modèles d'affaires, aussi bien des modèles associatifs qui, je pense, ont la cote auprès de consommateurs, et aussi beaucoup de modèles d'affaires qui permettent la garantie, parce que ce que beaucoup de consommateurs ne trouvent pas sur des grands modèles d'affaires, c'est la garantie sur la qualité du produit. Et beaucoup de modèles d'affaires se sont développés sur ce contrôle qui est fait. Donc le contrôle, la garantie du produit que l'on ne trouve pas sur les grandes plateformes. Parce que sur les grandes plateformes, oui, on a des photos qui permettent aux consommateurs de se faire une propre première validation. On a un texte qui permet d'avoir quelques types d'informations, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Et le consommateur aussi, beaucoup de consommateurs ont peur finalement aussi de faire la rencontre avec l'autre consommateur, parce que ce n'est pas tous les consommateurs qui veulent aller faire cette relation-là. Alors des fois, d'autres modèles d'affaires qui font cette garantie-là, ou des modèles d'affaires qui permettent finalement d'avoir une rencontre sociale avec un intermédiaire qui lui garantit cette qualité-là et cette confiance-là, ça permet finalement un autre réseau, et ça a permis finalement de développer tous ces réseaux-là qui sont extrêmement intéressants, qui n'existaient pas, ou qui existaient avant, mais qui ont permis finalement de se redévelopper. Carole Boursier. La réponse peut être aussi dans l'approche collective, encore une fois. C'est-à-dire que du coup, de pouvoir associer sur une plateforme différentes structures qui vont venir intégrer, c'est tout l'intérêt des marketplaces et d'autres. Mais effectivement, ça peut être des bonnes solutions pour pouvoir s'ouvrir aussi, pour des acteurs avec nos dimensionnements, de pouvoir s'ouvrir à ce type d'approche. Philippe Comtesse. Pour effectivement voir un peu ce que le modèle associatif donne sur Internet, il faudrait peut-être interroger Label Emmaüs. Donc Emmaüs on fait ce pas-là. Alors est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup d'argent qui est investi dans la communication. Fabien Durif, on a assez peu parlé finalement du délaissement, alors du don, mais pas seulement du don. C'est-à-dire que la motivation peut être aussi celle de gagner de l'argent rapidement en se débarrassant de ces anciens produits, ou ceux qu'on n'utilise plus en tout cas. Dans le délaissement, la motivation principale, c'est Qu'est-ce vraiment, qui se passe de l'autre côté, c'est vraiment se débarrasser. On le voit, on est dans une société où on acquiert tellement finalement, où on est quand même dans une société de possession. Beaucoup de consommateurs, on accumule assez facilement. Donc le délaissement, la motivation principale, c'est se débarrasser facilement d'objets qu'on a trop accumulés. Et finalement, la motivation financière n'est pas extrêmement forte dans le délaissement. C'est vraiment une motivation de se débarrasser facilement, et tous les modèles d'affaires qui sont aujourd'hui développés permettent finalement de se débarrasser facilement. Et il y a une motivation environnementale qui est beaucoup plus forte dans le délaissement que dans l'acquisition. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc les consommateurs réfléchissent beaucoup plus dans le délaissement finalement à ce que cela peut leur permettre au niveau de l'impact environnemental, beaucoup plus que dans l'acquisition. Dans l'acquisition, il y a beaucoup plus la question du juste prix et du rapport du coût économique. Que dans le délaissement, là, à ce moment-là, le consommateur va avoir une réflexion un petit peu plus profonde à réfléchir. Il existe des circuits, voici ce que ça peut me permettre, je fais une bonne action. Donc cette réflexion est beaucoup plus forte, et on n'a pas forcément le même profil. C'est-à-dire que le délaissement, il y a des consommateurs qui vont ne faire que du délaissement et qui ne vont pas du tout rentrer dans le circuit de l'acquisition de la seconde main. Certains sont 100% dans le délaissement, ne vont jamais rentrer dans l'acquisition. Certains font un peu de délaissement, un peu d'acquisition, donc c'est très très différent ce type de circuit-là. Pour bien comprendre, Fabien Durif, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est du délaissement, c'était ma question, complètement généreux, désintéressé, ou un délaissement qui n'est pas du don mais qui est de la vente? Alors, on va bien entendu trouver du délaissement qui est de ce qu'on appelle la vente d'occasion, mais qui est le deuxième, chez nous au Canada, c'est le deuxième type de pratique, très vraiment derrière le don. C'est vraiment le don qui est extrêmement fort. Donc la vente, oui, bien entendu, on va la retrouver. Mais ce qui est assez intéressant, on se rend compte, c'est que la vente, chez nous, c'est pas le consommateur ne va pas forcément rechercher un prix extrêmement élevé. Il va tout de suite essayer de se débarrasser assez facilement en ne fixant pas un prix très élevé, parce qu'il sait très bien que de toute façon, il ne va pas aller chercher un prix extrêmement fort. Donc il y a vraiment cette volonté d'aller chercher un petit peu d'argent pour gagner finalement un petit peu, pour faire quelques petites activités. Il peut y avoir aussi un effet pervers. On se rend compte qu'il y a beaucoup de consommateurs qui finalement se débarrassent et qui vendent des objets pour aller acheter des objets neufs. Donc ça, il y a beaucoup d'études qui l'ont démontré, on le voit aussi dans nos études. Donc, mais la plupart du temps, les consommateurs vont aller chercher un petit peu d'argent finalement pour leur quotidien, payer des factures. Donc économiquement, c'est ce qu'on voit. C'est vraiment augmenter le pouvoir d'achat et se racheter quelques objets neufs. Florence Touzé, un mot là-dessus? Les motivations du délaissement? En complément, en effet, il y a peut-être une motivation financière, mais on est souvent sur des prix modiques. Il y a une motivation pratique. C'est aussi le délaissement, ça permet de reporter sur quelqu'un d'autre le fait de se débarrasser physiquement
d'un produit. Et si on voit sur les vides-greniers, si vous allez dans l'après-midi d'un dimanche au vide-grenier, en fin de vide-grenier, il y a des gens qui vont vous donner ce qu'ils avaient exposé pour ne pas les ramener chez eux. Donc c'est la volonté de se débarrasser des choses. Khadija, justement vous, alors vous êtes, je le disais, une citoyenne engagée, mais finalement sur les deux parties, c'est-à-dire sur l'achat responsable, mais sur ce délaissement qu'on vient d'évoquer, puisque vous donnez des objets que vous n'utilisez plus, vous les donnez ou vous les vendez? Non, je les donne. Je les donne parce que je ne veux pas de contrepartie financière aujourd'hui. Je veux faire dans les bonnes actions. C'est plus riche pour moi. Oui. Lié à votre histoire personnelle et à votre culture peut-être de la générosité, en tout cas votre éducation sur ces valeurs-là. Il y a aussi une question on a parlé un peu d'environnement, c'est que des biens produits, ce sont des ressources consommées. Est-ce que par exemple à la ressourcerie, vous avez des indicateurs, vous calculez ce que vous évitez de produire en déchets quand vous revendez des produits qui ont déjà été utilisés? Un vêtement, ça consomme tant de litres d'eau, tant de colorants. Enfin, on peut avoir des indicateurs là-dessus. Il y en a, donc c'est assez complexe, mais on essaye de faire le tri et du coup de pouvoir communiquer dessus le plus simplement possible pour rendre les choses bien palpables. Mais c'est vrai que il faut trouver les bons indicateurs, parce que quand on parle de tonnage, du coup voilà, on pourrait dire que on collecte 4,5 tonnes par jour d'objets auxquels on donne une seconde vie par le biais du réemploi, du recyclage. 4,5 tonnes, quand on arrive sur des mesures comme celle-ci, ça parle pas finalement. Donc effectivement, il faut trouver les bons indicateurs, les bons éléments de comparaison pour que du coup ce soit quelque chose de compréhensible pour tout à chacun. Et c'est un travail intéressant et important à mener du coup pour que ce soit concret. Philippe Comtesse, vous faites aussi ce calcul par défaut, je suppose, en tout cas j'imagine, d'évoquer et de produire des chiffres qui disent voilà, on a évité tant de volume, de poids de déchets ou de ressources consommées si on n'avait pas vendu. Pas en termes de ressources consommées, parce qu'on voudrait vraiment pas induire les entreprises qui travaillent avec nous en erreur. Hein. C'est vraiment des choses qui doivent se faire par des cabinets d'études, et on n'a vraiment pas les capacités pour le faire. En revanche, effectivement, nous, dans les entreprises, 13 tonnes, 15 tonnes, 20 tonnes, ça leur parle, en fait. Et donc, effectivement, on communique auprès des entreprises pour qu'ils puissent aussi eux-mêmes communiquer auprès de leurs collaborateurs, de leurs usagers, de leurs clients. Le nombre de tonnages de matériaux qui ont été détournés d'ébène. Mais pour les usagers, ça n'a pas vraiment de sens. Pour une entreprise, c'est très important, parce que ça veut dire aussi ça de moins payé, ça veut dire aussi un impact environnemental moindre. Et voilà, quand on parle de dizaines de tonnes, c'est plus parlant pour les entreprises. Fabien Durif, est-ce qu'on a une idée, à tout le moins au Canada, mais même dans d'autres économies, de ce que ça pèse aujourd'hui, l'économie de la seconde main? Est-ce qu'il y a des indicateurs par rapport au PIB ou par rapport à d'autres considérations qu'on peut avoir dans l'économie? Nos estimations... C'est à la marge, c'est énigmatique c'est pas si énigmatique que ça. Nous, on estime par exemple, l'année dernière, qu'il y a à peu près 1,9 milliard d'objets qui ont été échangés au Canada de seconde main. On estime à peu près la valeur des transactions de seconde main à 29 milliards de dollars. Bon, je ne sais pas si ça parle ici. L'impact économique, nous, on l'estime l'année dernière entre 32 et 36 milliards de dollars. C'est quand même assez important en termes de PIB. Ce qui peut être aussi important, c'est au niveau des emplois. On estime qu'il y a quand même à peu près 130 000 emplois au Canada qui sont liés au marché de l'économie de seconde main. Donc, il y a quand même une économie qui est en train de se développer, qui n'est pas une économie si marginale que ça au niveau de l'économie de seconde main, et qui pourrait, nous on le voit depuis 4 ans, qui ne cesse de se développer. Donc c'est assez intéressant de continuer à regarder finalement ce type de phénomène-là. Puis nos chiffres pour l'année 2018 sont encore plus forts. Donc on voit, nous, en 4 ans, une progression qui est constante, qui est croissance, et qui montre que le phénomène, je pense, n'est pas juste un phénomène de mode. On est dans un changement profond finalement des modes de consommation, et tout simplement parce que on n'est pas juste à une stigmatisation d'une certaine catégorie
de consommateurs, on est dans des consommateurs qui changent et qui évoluent. Florence Touzé, on peut partager le même constat en France sans forcément communiquer de chiffres, mais on est dans une tendance qui s'affirme. On n'est pas dans l'énigmatique, là, dans le frémissement et qui va retomber. On est dans une vraie tendance depuis quelques années maintenant. Si on peut donner un chiffre qui est intéressant, entre 2013 et 2015, la consommation d'occasion la croissance a été 2 fois plus forte que la consommation classique. Donc on voit bien que ce sont des comportements qui s'inscrivent, qui s'installent, et puis dont l'offre devient aussi de plus en plus importante. Donc plus il y aura de solutions intéressantes qui sont apportées et par le domaine privé et par des associations et par des écosystèmes, plus on va intégrer ça dans notre consommation. Donc ça devient quelque chose de complètement normal. Merci à toutes et à tous pour vos témoignages. On s'arrête sur ces informations importantes et porteuses d'espoir. On voit que les acteurs se structurent, que les consommateurs justement poussent aussi les organisations dans ces mutations-là. Je vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous RSE. On se retrouvera le 15 janvier et on parlera de sport et de responsabilité sociétale. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission et bien sûr audencia.com et sur l'application myson. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous donc le 15 janvier pour un prochain rendez-vous RSE. À très bientôt, merci.